Bonjour à tous. Suite cet après-midi de l'examen du budget 2011 par mission. L'État l'a annoncé, l'heure est à la maîtrise des finances et les collectivités vont en subir les conséquences. Les dotations de l'État aux collectivités territoriales vont en effet être gelées pendant 3 ans à 59 milliards d'euros. Et au sein de ce budget, les crédits affectés aux relations avec les collectivités territoriales vont subir une baisse de 3,8% à 2,5 milliards d'euros. Depuis la réforme des collectivités territoriales, les élus ne décolèrent pas. Nicolas Sarkozy a beau justifier cette austérité budgétaire à laquelle les maires doivent faire face, eh bien, ils ne sont pas d'accord et ils sont très inquiets puisque depuis la suppression de la taxe professionnelle, ils ont très peu de visibilité sur leurs ressources fiscales. Nul doute que ce problème va revenir sur le devant de la scène lors de l'examen cet après-midi du budget. Tout de suite donc, direction l'hémicycle. Très bonne séance. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de finances pour 2011, adopté par l'Assemblée nationale. Et le Sénat va examiner les crédits des missions en relation avec les collectivités territoriales et les articles 79 à 86. Puis nous examinerons le compte spécial avance aux collectivités territoriales. Et dans notre discussion, la parole est à Monsieur Pierre Jarlier, rapporteur spécial de la Commission des finances. Vous avez la parole, monsieur le rapporteur spécial. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la mission en relation avec les collectivités territoriales, qui regroupe les concours financiers de l'État aux collectivités territoriales, inscrits en dotation budgétaire et les moyens de la Direction générale des collectivités locales, représente 2,5 milliards d'euros dans une enveloppe des concours de l'État de 59 milliards d'euros, et même de 99 milliards si l'on ajoute la fiscalité transférée et les dégrèvements. Vous pouvez constater que je me garde bien d'employer les termes d'effort financier de l'État que notre Assemblée a bannis à l'occasion du vote de la loi de programmation des finances publiques 2011-2014 pour les remplacer par ceux de concours financiers de l'État aux collectivités territoriales. Sur les crédits même de la mission, la Commission des finances a peu d'observations à présenter. En effet, la plupart des dotations retracées par la mission RCT se voient appliquer la règle du gel en valeur des concours financiers de l'État aux collectivités territoriales. Il s'agit en particulier de la dotation forfaitaire, titre sécurisé, de la dotation de développement urbain, des DU, de la dotation d'équipement des territoires ruraux, des ETR, dont on parlera, de la dotation régisseur de police municipale et de la dotation globale d'équipement des départements. Pour les dotations générales de décentralisation, qui sont calculées sur le calcul des charges transférées, quelques ajustements mineurs sont prévus. On note aussi que les dotations outre-mer, qui obéissent à des règles d'indexation spécifiques, échappent de fait à la règle de gel en valeur. C'est le cas en particulier de la dotation spéciale de construction et d'équipement des établissements scolaires à Mayotte. Pour ce qui est des crédits de fonctionnement de la Direction générale des collectivités locales, on observe une forte hausse des moyens en autorisation d'engagement qui correspond notamment à une progression des dépenses d'informatique en faveur du projet Colbert départemental. On attend beaucoup de cet outil pour la qualité des échanges de données entre les préfectures et la DGCL, notamment lors de la répartition de la DGF. S'agissant de la péréquation, votre commission vous proposera d'adopter un amendement qui crée, dans le prolongement d'un groupe de travail du CFL, une DSR cible pour soutenir particulièrement les 10 000 communes les plus pauvres, sans pénaliser les autres et dans le même esprit que la DSU cible actuelle. L'examen du compte avance aux collectivités territoriales appelle 2 observations. Il convient de signaler d'abord que la très forte augmentation des montants en cause est due au fait qu'en 2011, le compte de concours financier retracera les reversements de recettes de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises, de cotisations foncières des entreprises, d'impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau et de taxes sur les surfaces commerciales, alors qu'il n'avait plus à retracer les reversements de taxes professionnelles en 2010. Nous revenons donc à un niveau habituel. Seconde observation, la première section du compte qui retrace les avances accordées aux collectivités locales est depuis longtemps très peu active. Votre commission vous proposera un amendement de suppression de ces crédits. Sous réserve de ces observations, la commission des finances vous propose d'adopter les crédits de la mission en relation avec les collectivités territoriales et du compte concours financier avance aux collectivités territoriales. En conclusion, je voudrais évoquer ce qui me paraît être une caractéristique centrale du projet de budget 2011 pour la mission
et qui apparaît surtout à travers les articles rattachés. Il s'agit de la question du rôle et de la place du Comité des finances locales, cette instance de concertation et de décision qui rassemble les collectivités et l'État et surtout qui a fait les preuves de sa compétence et de son efficacité. Fondamentalement, le gel des dotations et le fait que la préservation des éléments de péréquation est désormais inscrite dans la loi, qui fixe elle-même les montants des diverses composantes de la DGF des collectivités, ces deux éléments, donc, privent le CFL d'une grande part de ses compétences. Or, je crois profondément nécessaire de préserver cette instance de concertation entre l'État et les collectivités qui permet de progresser et d'aboutir sur des sujets importants. Je pense notamment aux groupes de travail qui ont été constitués sur la DSU ou encore sur la DSR. Nous allons en reparler tout à l'heure. Il nous faudra donc restaurer à son profit des marges de manœuvre dans un contexte moins favorable que la période passée, durant laquelle le CFL était amené à répartir la progression des concours de l'État. Ces marges de manœuvre, le CFL pourra les retrouver d'une part en procédant aux ajustements des dotations en fonction des critères territoriaux et d'autre part en participant à la définition des règles de la péréquation horizontale. Péréquation horizontale qui est un sujet central dans un contexte de gel des dotations de l'État aux collectivités. Je vous remercie de votre attention. Merci, monsieur le rapporteur spécial. La parole est maintenant à monsieur Bernard Saugé, rapporteur pour avis de la commission des lois. Vous avez la parole, monsieur le rapporteur. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, dans le bref laps de temps qui m'est imparti pour évoquer devant vous les relations financières entre l'État et les collectivités territoriales, je développerai trois thèmes qui ont particulièrement retenu l'attention de la Commission des lois. Premièrement, votre Commission a noté que les collectivités seraient soumises en 2011 à un degré inédit de modération budgétaire. Une part importante des concours de l'État fera l'objet d'un gel en valeur à hauteur du montant ouvert en loi de finances initiale pour 2010. Cette association des acteurs locaux à l'effort de lutte contre les déficits publics, s'il a été accepté et compris, bien entendu, par la Commission, a suscité certaines remarques. Tout d'abord, je rappelle que les collectivités sont loin d'être les premières responsables de la dégradation de nos finances publiques. Merci. Au 31 décembre 2009, la dette locale ne représentait que 10,5% de la dette publique totale. Dès lors, l'idée que le gel serait une garantie de non-baisse, comme on dit, selon les termes employés par le gouvernement, et qu'il serait finalement un facteur de protection des finances locales, nous semble pour le moins contestable. Ensuite, la limitation de la croissance des concours de l'État vient s'ajouter aux réformes déjà menées, et notamment au remplacement de la taxe professionnelle par la contribution économique territoriale, qui a très sensiblement réduit l'autonomie fiscale des collectivités. Celles-ci sont donc de plus en plus dépendantes des décisions prises au niveau central. Or, le pouvoir central n'est pas forcément un donneur d'ordre facile à vivre. L'État donne toujours plus de responsabilités aux collectivités, mais quelquefois moins de moyens. Enfin, votre commission s'est inquiétée d'une autre mesure qui doit favoriser la diminution des dépenses des collectivités. Il s'agit de la modulation des dotations de l'État en fonction de critères dits de bonne gestion. Votre commission est réservée, voire perplexe, devant ce projet. Comment sera-t-il possible de définir des critères de bonne gestion qui soient valables pour toutes les collectivités, indépendamment de leurs caractéristiques? En quoi ce projet s'inscrit-il dans la promotion du principe constitutionnel de libre administration? Et pourquoi l'État serait-il mieux placé que les élus locaux pour distinguer ce qui relève d'une gestion vertueuse et performante de ce qui, à l'inverse, est source de gabegie? Bref, nous nous interrogeons sur la légitimité de cette réforme qui, en l'état, ne nous semble ni opportune ni juste. Deuxièmement, la Commission des lois s'est intéressée de près à l'état des finances départementales. En effet, la crise de 2008-2009 a révélé la fragilité structurelle des départements qui sont soumis à un fort effet de ciseaux et qui doivent évidemment supporter les coûts induits par le financement des dépenses sociales. Celles-ci représentent désormais 62% de leur charge de fonctionnement.
Dans ce cadre, votre commission des lois a pris acte de la création de la mission d'appui chargée de venir en aide aux départements les plus en difficulté et dont le Parlement sera amené à débattre lors de l'examen du PLFFR pour 2010. Elle a également noté que la réforme de la dépendance permettrait certainement d'apporter une réponse aux problèmes rencontrés par les départements dans le financement de l'APA. Toutefois, votre commission estime que ces initiatives ne sauraient, à elles seules, restaurer la viabilité des finances des départements. Elle considère ainsi qu'il sera nécessaire à terme de revoir les modalités de financement de toutes les prestations sociales portées par les départements, afin soit d'augmenter le taux de couverture des dépenses sociales par l'État, soit de revoir les mécanismes de fixation du montant du droit à compensation. En dernier lieu, je voudrais dire quelques mots sur la participation des collectivités territoriales au processus normatif. Tout d'abord, je tiens à saluer l'action de la commission consultative d'évaluation des normes, qui a rempli ses missions de manière exigeante et constructive et qui a examiné pas moins de 108 textes de janvier à septembre de cette année. Plus généralement, votre commission a constaté que le gouvernement avait fait certains efforts pour prendre mieux en compte l'impact des normes sur les collectivités territoriales. Ainsi, un processus de révision des normes a été lancé en lien étroit avec les associations d'élus et un moratoire sur les normes nouvelles a été mis en place par une circulaire de juillet dernier pour soulager les acteurs locaux qui sont trop souvent étouffés par les normes techniques édictées par l'État. S'il est trop tôt pour juger de l'efficacité concrète de ces mesures, elles démontrent toutefois que les mentalités sont en train de changer au niveau central. Telles sont les observations que votre commission des lois voulait porter à la connaissance du Sénat et sous le bénéfice desquelles elle a cependant donné un avis favorable à l'adoption des crédits de la mission Relations avec les collectivités territoriales et du compte de concours financiers Avances aux collectivités territoriales. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. Je vais maintenant passer la parole à un certain nombre de collègues. Je voudrais rappeler que le temps de parole attribué à chaque groupe pour chaque discussion comprend le temps d'intervention et celui de l'explication de vote. Je vous rappelle qu'en application des décisions de la conférence des présidents, aucune intervention des orateurs des groupes ne doit dépasser 10 minutes. Et je rappelle aussi au gouvernement qu'il a au total 15 minutes pour intervenir. Je souhaite, et j'aurai l'occasion demain en conférence des présidents, faire un certain nombre de propositions, mais je voudrais vous faire constater que nous avons beaucoup de difficultés à tenir actuellement, donc demander à chacun d'aller à l'essentiel. La parole est maintenant Madame Josiane Maton-Poinat pour le groupe communiste, républicain, citoyen, sénateur des partis de gauche. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, quelques mois après la réforme territoriale et après la suppression de la taxe professionnelle, le budget de cette mission que vous nous soumettez est l'occasion de porter à nouveau un regard d'ensemble sur la place que l'État accorde aux collectivités territoriales. Et le constat est alarmant. Les entraves répétées, réforme après réforme, au principe constitutionnel de libre administration des collectivités se font aujourd'hui à tel point ressentir que l'atteinte à l'équilibre budgétaire de nos collectivités s'en trouve fortement et inéluctablement menacée. Plusieurs points nous amènent à ce constat. En premier lieu, il nous est annoncé qu'entre 2011 et 2014, les concours de l'État feront l'objet d'un gel en valeur à hauteur du montant ouvert en loi de finances initiale pour 2010, soit 50,45 milliards d'euros. Ce gel annonce une baisse d'au moins 1 milliard d'euros des concours de l'État pour 20 000 communes, et ceci ne signifie rien d'autre qu'une asphyxie de nos régions, de nos départements, de nos communes, alors que dans le même temps, l'État continue de se désengager de ses responsabilités en transférant de nombreuses compétences sans les moyens correspondants. Aussi bien à l'échelon national que local, l'État persiste à mener une politique fiscale injuste au profit des plus riches, tandis que les départements font face à une hausse soutenue des dépenses sociales, liées certes aux effets de la crise, mais aussi à l'application du revenu de solidarité active, entre autres, dont l'État doit assumer pourtant la compensation totale, et je vous renvoie cela à notre proposition de loi sur ce sujet, mais également à divers transferts de compétences. En second lieu, l'année 2011 sera celle de l'entrée en vigueur de la réforme de la taxe professionnelle pour les collectivités,
2010 ayant été une année de transition, durant laquelle l'État versait une petite compensation aux collectivités, mais les effets de la réforme se feront donc pleinement sentir dès 2011. Au moment des débats concernant la suppression de cette taxe, M. Estrosi s'était engagé à ce que cette suppression ne déséquilibre pas les investissements et les politiques d'aménagement des collectivités et des territoires. Or, comme nous l'avions prédit, les investissements des collectivités locales ont diminué de 2,1% en 2010 et ce n'est qu'un début. Le gouvernement voit en cette baisse une marque de prudence des collectivités dans la gestion de leur budget. Il se dit certainement, tiens, lorsque nous leur serrons un peu les ceintures, ils dépensent mieux. Eh bien non, les collectivités ne dépensent pas mieux, elles sont simplement contraintes d'interrompre, de reporter des chantiers de construction. Et c'est bien évidemment les usagers du service public qui en souffrent en premier lieu, avec notamment des routes défectueuses et moins de logements. Mais c'est aussi les entreprises, et notamment du bâtiment, qui se voient contraintes de baisser leurs effectifs. Au final, c'est donc l'emploi qui en pâtit alors que vous vous targuez de vouloir le préserver, voire même de l'augmenter avec la suppression de la taxe professionnelle qui, selon vous, devait inciter les entreprises à embaucher. Aujourd'hui donc, la diminution des investissements contraint les entreprises à licencier. Encore une fois, vous jouez de l'apparence et vous donnez d'une main ce que vous reprenez de l'autre, mais nous n'en sommes pas dupes et les citoyens non plus. Enfin, à l'occasion de l'ouverture du dernier congrès des maires, M. Sarkozy s'est félicité d'une réforme territoriale équilibrée. Il n'a apparemment pas écouté les inquiétudes des maires et des différents élus. Continuant sa politique de dénigrement de l'échelon local, il montre du doigt nos collectivités en leur imputant et en leur faisant subir les conséquences du déficit budgétaire national. À propos de politique de dénigrement, j'aimerais pourtant attirer l'attention sur un projet sur lequel le gouvernement réfléchit actuellement et auquel M. Sauget a évoqué. Il s'agit de la mise en place ahurissante d'une modulation de dotation de l'État aux collectivités en fonction de critères de bonne gestion. Certains d'entre nous s'interrogent. Quels sont ces critères de bonne gestion qui pourraient être mis en place? Mais je m'interroge en premier lieu sur les objectifs de ce projet. Il m'apparaît comme un projet pernicieux, visant encore une fois à stigmatiser les élus, pour une grande partie bénévoles, présumant de leur mauvaise gestion, alors même qu'ils tentent d'être les contre-pouvoirs et les amortisseurs sociaux de votre politique antisociale et sélective. Le gouvernement devrait pourtant comprendre, mais je pense qu'il feint surtout de l'ignorer, que si effectivement nos villes sont dans une situation financière tendue, ce n'est pas à cause d'une gestion irresponsable, mais bien à cause de sa politique de dotation restrictive dont le présent projet de loi de finances est l'illustration. Vous l'avez donc compris, nous ne pouvons voter ces crédits. Je vous remercie. Merci, ma chère collègue. La parole est maintenant à notre collègue le président Christian Poncelet pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Salut Christian. Vous avez la parole, Monsieur le Président. Merci, cher Président. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, dans le cadre de la discussion du projet de loi de finances pour 2011, je souhaite appeler l'attention du gouvernement sur la situation des finances des collectivités territoriales et lui demander de bien vouloir indiquer au Sénat dans quelles conditions ces collectivités appelées à participer à l'effort de redressement du solde des finances publiques de notre pays pourront assumer l'an prochain l'intégralité de leur mission. Ai-je besoin de rappeler que ces collectivités constituent un facteur important de notre activité économique? Elles assurent en effet près de 74% de l'investissement public en France. Elles ont ainsi largement contribué à sortir notre pays de la récente crise économique. Nombreuses sont par exemple les communes de mon département, les Vosges, qui ont tenu à jouer pleinement leur rôle dans la bataille contre la crise. Comme le Conseil général, elles l'ont fait en investissement. Faut-il également préciser que ces collectivités interviennent de manière majeure dans le domaine de l'action sociale? Pour s'en convaincre, il n'est que de constater la forte demande sociale procédant de la dégradation du marché du travail, demande à laquelle
elles sont appelées à satisfaire une grande partie du financement. Comment, en fonction de leurs ressources propres et des moyens qui leur sont consentis dans le cadre du budget 2011, pourront-elles remplir leur mission auprès de la population et conserver leur bénéfique niveau de partenariat? Considérons dans un premier temps la situation financière de ces collectivités, notamment celle des départements. Certains connaissent une situation précaire, voire sont à la veille de la faillite, au point que, lors du récent congrès de l'Assemblée des départements de France, les 102 présidents de conseils généraux ont appelé à l'unanimité le gouvernement à la recherche de remèdes durables, sans exclure le retour à une procédure d'urgence. Pour sa part, M. le Premier ministre a constaté publiquement que certains départements connaissaient de grandes difficultés financières. Cette dégradation financière s'explique d'abord par la perte insidieuse de la liberté fiscale des collectivités. Dès 2011, les départements ne pourront fixer le taux et déterminer le produit que d'un seul impôt, la taxe sur le foncier bâti, ce qui explique que la recette attendue du point d'impôt supplémentaire a nettement régressé. À titre d'exemple, dans le département des Vosges, la valeur de ce point d'impôt est passée à 600 000 € en 2011 pour le seul impôt dont le taux peut être fixé, à savoir la taxe sur le foncier bâti, au lieu de 7 millions d'euros précédemment au titre de l'ensemble constitué alors par la taxe professionnelle, la taxe d'habitation, le foncier bâti et le foncier non bâti. L'écart, à l'évidence, est important. Cette dégradation financière s'explique également par les pertes liées à des compensations de l'État très partiellement effectuées pour les transferts de compétences. Cette dégradation financière s'explique aussi par le dynamisme des allocations universelles de solidarité versées par les départements pour le compte de l'État, alors que les rentrées fiscales connaissent une progression très modérée. C'est là, souligné par tous, l'effet de ciseaux entre des recettes peu dynamiques et des dépenses essentiellement sociales en forte croissance, ce qui pose, à partir de ce constat, le problème du financement des allocations de solidarité. Pour y apporter une solution durable, ne conviendrait-il pas d'assurer ce financement à partir d'un prélèvement, par exemple, sur le produit de la CSG? Ce ne serait pas illogique. Cette idée a été présentée d'ailleurs à Avignon. Cette présentation de la situation des finances locales fournit l'occasion de mettre l'accent sur l'importance des créances que les collectivités territoriales ont par devers elles acquises sur l'État à la suite de transferts de compétences non accompagnés des crédits globaux correspondants. Cette affaire est certes ancienne. Le principe de compensation financière du transfert des compétences a été prévu dès les premières lois de décentralisation de 1982-1983, puis érigé en principe constitutionnel en mars 2003. Et conformément à la loi du 13 août 2004, la compensation financière s'opère par le fractionnement d'impôts nationaux. Cependant, dès la mise en œuvre de la décentralisation, des écarts ont été relevés entre les crédits prévus et ceux effectivement versés. L'allocation personnalité d'autonomie, appelée couramment l'APA, en fournit un exemple probant. En fin de compte, c'est une créance importante de l'État sur les départements que les départements ont ainsi accumulé à la suite des différents transferts de compétences. Le montant pour mon département des Vosges a atteint 137 millions d'euros sur une période de 6 ans. Et pour l'année 2011, il serait de l'ordre de 50 millions d'euros, soit l'équivalent d'un demi-budget annuel d'investissement. Pour ce département, investissement indispensable au soutien de l'activité économique du département. Il est à noter dans ce domaine qu'aucun gouvernement, qu'il soit de gauche ou de droite, n'a respecté la loi de 1982 et que l'accroissement de ces dettes de l'État crée une situation financière insupportable pour les départements. Aussi sommes-nous très attentifs à la réponse que, Monsieur le ministre, vous voudrez bien apporter à la question suivante. Quand et selon quelle procédure le gouvernement entend-il apporter une solution au lancinant problème des compensations de transfert des compétences et assurer aux collectivités intéressées le juste retour des crédits correspondants? Peut-être la mise en place de la péréquation horizontale à partir de la croissance escomptée de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ou du droit de mutation à titre onéreux permettra-t-elle d'alimenter 2 fonds dédiés à la protection sociale? J'ai cependant pu observer au Congrès d'Avignon des 20 et 21 octobre dernier qu'il n'y avait aucun département qui se déclarait riche. L'opération va donc être particulièrement difficile à appliquer. Comment dès lors les départements pourront-ils établir leur budget pour 2011,
alors que sont en quelque sorte actées la diminution des recettes et l'augmentation des dépenses. C'est une équation qui paraît impossible à résoudre et je crains, en l'état, qu'il ne faille improviser. D'ailleurs, constatant la détérioration résultant de la réduction relative des recettes face à l'augmentation forte des dépenses de transfert de compétences subies, la Cour des comptes a cru déceler chez les responsables des collectivités territoriales ce qu'elle nomme, je cite, « le ressenti d'une perte d'autonomie ». Que faut-il en penser après examen des principales dispositions budgétaires pour 2009 ? Aussi, pour lever ces craintes et permettre aux collectivités d'avoir une démarche budgétaire plus assurée, vous voudrez bien, Monsieur le ministre, apporter au Sénat les précisions qu'il m'a paru utile de demander et les réponses aux questions qu'il m'a semblé opportun de poser aujourd'hui, au moment où les collectivités préparent leur budget. Je vous remercie à l'avance de vos précisions. Merci, Monsieur le Président. Merci. Bien, nous allons appeler maintenant Monsieur Claude Biver, mon cher collègue, pour le groupe de l'Union centriste, et pour 4 minutes. Il faut être présent à la fin, monsieur le Président. Allez, Monsieur Biver, vous avez la parole, et vous seul. Oui, merci. Le temps des commentaires viendra après la séance. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, je ne vous étonnerai pas si derrière le Président Poncelet, mon discours paraît peut-être plus vide, mais certainement dans le même esprit, puisque nous partageons à la fois une région, ses difficultés de cette région et les problèmes que posent effectivement les chiffres dont Christian Poncelet vient de se faire l'écho. Nous savons que la France se trouve dans une situation financière et budgétaire particulièrement contrainte et il n'est guère étonnant que le gouvernement ait cru devoir procéder au gel des dotations versées par l'État aux collectivités territoriales pour 2011. J'observe néanmoins que ce gel conduit en réalité à une baisse d'1,5% du montant de ces crédits, c'est-à-dire à due concurrence du taux d'inflation retenu en 2011. Ceci va contraindre les communes, les intercommunalités, les départements ou les régions à réduire quelque peu leur train de vie de l'année prochaine. Cela sera sans doute plus facile pour celles et ceux qui sont relativement aisés, mais à n'en pas douter, bien plus difficile pour les communes rurales qui n'ont déjà pas beaucoup de ressources et les départements ruraux également qui n'en ont pas davantage. Je pense bien entendu aux communes de mon département que je représente ici. Le seul motif de satisfaction que je retiens dans les propositions formulées par le gouvernement, c'est le fait que les dotations de solidarité vont malgré tout progresser de 6%. Mais on sait que 6% sur une somme donnée et 6% sur une somme moitié moindre, voire divisé par 3 ou 4, eh bien nous ne sommes pas tout à fait dans le même registre de calcul. Mais à l'énoncé de ces chiffres, on voit bien qu'il y a un réel problème. 836 communes urbaines vont se partager 1,3 milliard d'euros de DSU en 2011, soit 1 531 000 si je le dis par ville, c'est comme ça qu'on peut l'exprimer. Dans le même temps, 34 866 communes plus modestes vont se partager 850 millions. On ne joue pas dans la même cour. En 6 ans, cela vient d'être dit, les crédits ont certes doublé, mais de 400 millions, nous passons à 850 millions pour la DSR, et de 600, nous passons à 1,3 milliard en DSU. Il y a donc là toujours ces différences qui s'incluent. Pourquoi une telle différence donc de traitement entre communes urbaines et rurales? Je demande solennellement au gouvernement de mettre fin à cette disparité qui n'est absolument pas justifiée. Nous parlons régulièrement à la tribune et ailleurs de péréquation. Nous appelons de nos voeux cette péréquation, mais décidément, elle a du mal à venir et on sait qu'à l'origine, les calculs de dotation de l'État ont reposé sur, à l'époque, la taxe locale, qui était très différente, évidemment, entre les villes et les villages.
En d'autres termes, les villes qui étaient riches dans les années 60 et 70 perçoivent aujourd'hui encore plus de DGF que les autres. Ces disparités de situation sont tout simplement insupportables et peuvent être chiffrées. La garantie de protection de progression minimale qui avait été instaurée en 1993 a cristallisé les disparités financières dont je viens de vous parler. Le complément de garantie en 2004 a maintenu ces différences. Je me suis fait communiquer les chiffres de DGF de la ville de Paris, par exemple, où nous retrouvons 1,242 milliard, ce qui représente 600 € par habitant, alors que nos communes rurales sont à moins de 100 €. Dans un département, on est à moins de 100 € dans notre département, et je trouve ça tout à fait anormal. Bien sûr, Paris n'est pas la seule ville dans ce cas, et c'est assurément la ville la plus emblématique. Au total, les crédits affectés au complément de crédit de la DGF s'élèvent à 5 milliards, mais reposent toujours sur des situations acquises de longue date. Monsieur le ministre, si vous cherchez des moyens budgétaires pour aller dans le phénomène de péréquation, vous avez là une possibilité qui n'est pas négligeable. Je sais que vous avez déjà puisé un peu, puisque vous allez jusqu'à 5% de ce complément de garantie qui sera récupéré et réparti, mais je crois que nous pouvions aller plus loin encore. Il y a urgence en matière de péréquation, et je crois que nous ne pouvons qu'y insister. Et il n'est pas normal, en effet, de laisser subsister de telles injustices dans la répartition. Il faudra conclure, Monsieur Biver. Et c'est la raison pour laquelle j'insiste sur ce phénomène. Il est au total, le mode de calcul de la DGF avantage aujourd'hui encore les plus riches, et c'est de là mon insistance, comme celle de beaucoup de nos collègues, je n'en doute pas. On a vraiment l'impression qu'il existe des communes de première zone et des communes de seconde zone. Je crois qu'il est temps que nous puissions véritablement mettre en application la politique que nous souhaitons vivement dans chacune de nos réunions de commission ou d'assemblée, et je compte sur vous, Monsieur le Ministre, pour mettre un terme à tout cela, si c'est possible, en tout cas aller dans le bon sens, pour permettre aux communes locales les plus faibles de mieux comprendre, de mieux saisir leurs propres opportunités et de les envoyer, de les faire avancer vers une compréhension beaucoup plus naturelle qui partira de ces chiffres nouveaux. Merci. Merci, mon cher collègue. La parole est maintenant à Monsieur Jean-Pierre Sueur pour le groupe socialiste. Pour 10 minutes maximum. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Monsieur le Ministre, je voulais d'abord vous présenter mes vœux de réussite dans votre mission, d'autant plus que cette mission est difficile, et je voulais aussi vous souhaiter beaucoup de courage. Tant le mécontentement des élus locaux de notre République est profond. Et j'ai écouté, comme mes collègues, avec beaucoup d'intérêt les orateurs précédents, et c'est vrai qu'ils ont parlé avec tout leur cœur et beaucoup de conviction. Et c'est vrai que dans la droite ligne, dans le droit fil de leurs paroles, on s'attendrait presque à ce qu'ils votent contre ce texte, mais j'accorde volontiers à Monsieur le Président Poncelet qu'il arrive dans l'existence politique que l'on soit discipliné. Cela arrive de part et d'autre. Mais enfin, quand le vote n'est acquis qu'au prix de la discipline, il y a quand même un déficit. Chacun le sait. Alors, Monsieur le Ministre, donc je vais commencer par quelque chose de positif, après avoir dit tout cela. J'ai bien noté que la DSU augmentait de 77 millions d'euros et que la DDU augmentait de 50 millions d'euros. On aurait pu souhaiter de plus grandes augmentations, mais enfin ces augmentations ne seront pas inutiles dans les zones urbaines et dans les quartiers en difficulté. Je voulais le noter. Ceci étant dit, je ne vais pas naturellement centrer mon propos sur les 2,5 milliards, encore que 2,5 milliards ce n'est pas rien, de ce budget. Mais vous savez bien que ce budget ne constitue qu'une petite partie des
relations financières entre l'État et les collectivités locales qui s'élève à 99 milliards d'euros. Donc je vais d'abord redire, puisque cela a été dit par M. Poncelet, combien il est inacceptable pour nous, et ça a été dit aussi par Mme Mathon, il est inacceptable pour nous que l'on puisse imaginer dans la République que les dotations de l'État à l'avenir seraient fonction, je cite, de la bonne gestion des collectivités. Qui peut juger de la bonne gestion des collectivités dans une République qui a choisi la décentralisation et dans une République tout court, sinon les citoyens et les citoyennes? Et je considère, et nous considérons que cette parole est véritablement une parole de trop, offensante pour les élus locaux. Dans la République, ce sont les électeurs qui jugent. Et nous n'accepterions pas, et je ne sais pas qui ici accepterait, qu'il y eût un comité qui jugerait de la bonne ou mauvaise gestion des diverses collectivités locales. Monsieur Jean-Pierre Raffarin a beaucoup insisté pour que l'on inscrive dans la Constitution l'autonomie fiscale des collectivités locales. C'est inscrit dans la Constitution. Mais depuis qu'on a inscrit cela dans la Constitution, l'autonomie fiscale régresse. Je parlais avec M. Leverne, qui est président de région, et qui sait très bien, comme tous ses collègues présidents de région, que les régions n'ont plus aucune autonomie, puisque leur budget dépend de manière pratiquement exclusive des dotations de l'État. Donc, inscrire cela dans la Constitution, c'est bien, mais réduire chaque jour l'autonomie fiscale des collectivités, ce n'est pas bien. Et à l'intérieur des 99 milliards dont je parlais tout à l'heure, vous savez, mes chers collègues, qu'il y a 21 milliards qui correspondent soit à des dégrèvements, soit à des compensations d'exonération fiscale décidées par l'État. Ce qui veut dire que le contribuable national est devenu le principal contribuable local et qu'il y a là quelque chose qui, me semble-t-il, est profondément malsain, mais même si c'est malsain, on constate que cela progresse davantage, et cela progresse encore, nous le savons tous, avec la réforme de la taxe professionnelle. Donc, notre vœu, c'est bien sûr que l'on aille vers une plus grande autonomie fiscale à un moment où l'on va vers toujours moins d'autonomie fiscale des collectivités. Je voulais, avant d'aborder la question de la péréquation, mais tout est lié, dire un mot sur la complexité. Monsieur le ministre, nous sommes dans un océan de complexité. Je sais qu'il y a de très brillants personnels responsables à la DGCL. Je leur rends hommage chaque année parce que je connais leur grande connaissance du sujet. Mais je ne suis pas sûr qu'il y ait plus de 10 personnes dans ce pays qui soient capables d'exposer et de comprendre la totalité du système des dotations financières de l'État aux collectivités locales. C'est devenu tellement incompréhensible que cela porte un problème pour la démocratie. Car lorsque plus personne ne comprend rien, eh bien, il est très difficile pour les élus et les citoyens de peser dans le débat. Tout le monde le sait et il faudra simplifier les choses. Et mes chers collègues, je veux finir en parlant de la péréquation. La différence de richesse entre les régions va de 1 à 2, entre les départements de 1 à 4, entre les communes de 1 à 1000. Il y a beaucoup d'inégalités dans nos systèmes financiers relatifs aux collectivités locales. Il n'y a pas d'adéquation entre les charges des collectivités et leurs ressources. C'est pourquoi la péréquation devrait être beaucoup plus forte. Alors, on ne cesse de parler de la péréquation. Mais moi, je suis prêt
à défendre que dans l'ensemble appelé DGF, la péréquation réelle, je dis bien réelle, ne dépasse pas 10%. Alors je sais, on me dira, mais il y a 10 dotations de péréquation. En effet, il y a la DDR, il y a la DGE, il y a la DDU. Premier point. Deuxièmement, il y a à l'intérieur de la DGF 7 dotations de péréquation, Monsieur le Ministre. Vous les connaissez toutes. Il y a la dotation nationale de fonctionnement minimal, qui a une fonction péréquatrice légère. La dotation de péréquation des régions, la dotation d'intercommunalité, il y a la dotation de péréquation urbaine, il y a la DSU, il y a la DSR et il y a bien sûr la 7e qui s'appelle dotation de péréquation, et même dotation nationale de péréquation pour que chacun comprenne bien. Mais très franchement, quand on regarde de près ce dispositif, on voit que derrière les mots, il n'y a pas toujours autant de péréquation qu'on veut bien le dire. D'une part, parce que dans ce système, les dotations dites de péréquation comme la DSU et la DSR sont souvent le résultat des calculs relatifs à la dotation forfaitaire, autrement dit ce qui reste. Deuxièmement, parce qu'on a une dotation d'intercommunalité qui a, je le sais, une dimension péréquatrice, mais qui pour l'essentiel n'est pas péréquatrice, parce qu'il ne suffit pas d'être une institution intercommunale pour être riche ou pour être pauvre. Cela n'a pas de rapport, Monsieur le Président. Et enfin, parce que l'on a parfois des dotations, je pense à la DSR, mes chers collègues. Vous savez que 34 369 communes touchent la DSR, très bien. Mais la dimension péréquatrice de la DSR, elle est en réalité très faible. Alors, il y a beaucoup d'effets pervers dans ce système, et le fond de l'affaire, c'est qu'on n'ose pas mettre en œuvre une vraie péréquation. Moi, je souhaiterais qu'il y ait moins de dotations de l'État et moins de transferts de fiscalité dans ces dotations, et plus de péréquation à l'intérieur de ces dotations. Alors, Monsieur le Président, je vais conclure en disant qu'il a été question dans notre pays, il y a quelque temps, de la rupture. Eh bien, nous pourrions souhaiter une rupture. Plus d'investissement, ça veut dire donner aux collectivités locales les moyens d'investir, quitte à faire des choix. C'est absolument nécessaire quand on sait le poids qu'est le leur dans l'investissement. Plus de solidarité, alors qu'avec si peu de péréquation, il n'y a pas la solidarité nécessaire. Et enfin, plus de décentralisation, c'est-à-dire de liberté locale, parce que nous avons le sentiment qu'un certain nombre de dispositions récentes, et je pense à la réforme territoriale, vont plutôt dans le sens de la recentralisation. Pour la solidarité, pour la décentralisation, pour les libertés locales et pour l'investissement, il faut une autre politique. Merci, mon cher collègue. Parfait. La parole est maintenant à notre collègue Jean-Michel Baillet pour le groupe du Rassemblement démocratique social et européen. Jean-Michel. Vous avez la parole, mon cher collègue. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, après l'adoption du désastreux, il faut bien le dire, projet de loi de réforme des collectivités territoriales, soit dit en passant, dans les conditions que l'on sait, et ici, je le dis plus fortement dans cette enceinte, avec les pressions que l'on sait. L'économie des ressources que cette loi de finances affecte aux collectivités démontre, s'il le fallait encore, le peu de considération que le gouvernement réserve aux collectivités et aussi aux élus qui les gèrent, avec, il faut les saluer, volonté, solidarité et dévouement. La loi de finances pour 2010 avait donné naissance à la contribution économique territoriale destinée à remplacer la taxe professionnelle. On nous avait promis que la suppression de l'ATP ne porterait en aucun cas atteinte à la capacité financière des collectivités et même que l'État, Monsieur le Ministre, se porterait garant en cas de défaillance budgétaire. Nous avons, oui, ça a été dit, mais ce n'est pas la réalité, nous avons vu surtout une régression majeure de l'autonomie fiscale des collectivités. Les régions, ça a été dit par ceux qui m'ont précédé à cette tribune et celles qui m'ont précédé de ce côté comme de ce côté, donc de droite comme de gauche, les régions ont totalement perdu leur pouvoir de modulation fiscale.
tandis que les départements ont vu le leur divisé par 3, passant de 36 à 12%. Parallèlement, le gel des dotations de l'État va lourdement peser sur les perspectives d'investissement des collectivités, en particulier pour celles qui ne bénéficieront pas du Fonds national de garantie individuelle ou de la dotation de compensation de la réforme de l'ATP. Enfin, cette réforme inique va entraîner un transfert massif de l'impôt sur les ménages, dont la contribution aux ressources locales va passer de 48% à 72% environ. Voilà un message, mes chers collègues, qui réjouira certainement en ces périodes de Noël nos compatriotes les plus modestes, ceux-là même qui se débattent au quotidien dans les situations les plus dramatiques liées à la crise économique. En tout cas, le gel de l'ensemble des dotations pour 3 ans est une nouvelle attaque frontale contre les libertés locales. Et ce n'est que le dernier avatar d'une politique visant à orchestrer depuis maintenant 8 ans le recul de cette autonomie financière, pourtant inscrite, ça a été rappelé aussi, la réforme Raffarin, à l'article 72.2 de la Constitution. Dans quel but? Si ce n'est de transférer aux collectivités une partie de plus en plus importante, de plus en plus massive, du lourd, très lourd, trop lourd déficit de l'État, et faire supporter aux élus locaux la responsabilité d'une incurie budgétaire qui incombe, Monsieur le ministre, à votre majorité. Concrètement, 14 000 communes ou intercos auront vu en 2010 une baisse en euros courants de leur dotation, alors que l'enveloppe normée progressait encore de 0,6. L'année prochaine, ce seront 25 000 communes et intercommunalités qui subiront cet étranglement financier qui leur ôtera désormais toute marge de manœuvre. À cela s'ajoute l'étouffement des départements et des régions. 27 départements, mes chers collègues, sont en 2010 au bord de la cessation de paiement. 40 ou 50 le seront certainement l'an prochain, du seul fait de leur incapacité à faire face à l'effet ciseau de charges toujours plus lourdes, mais de ressources de plus en plus rares. Monsieur le ministre, il ne faut pas, même si vous arrivez, rester sourd à la colère de ces milliers d'élus locaux de tous bords, qui arrivent de moins en moins à établir un budget permettant de satisfaire les besoins de leurs administrés, vous le savez bien, en raison de la ponction que leur impose l'État. Il est absurde de faire croire, de vouloir se persuader que c'est en donnant moins aux collectivités qu'elles dépenseront moins, alors même que les besoins locaux, et particulièrement concernant les services publics, n'ont jamais été aussi urgents. Les collectivités territoriales ont toujours réussi, jusqu'à aujourd'hui en tout cas, à satisfaire à leurs obligations légales, de voter des budgets non déficitaires. De plus, parce qu'eux doivent voter des budgets en équilibre, contrairement à l'État. De plus, la part du déficit des administrations publiques locales dans le déficit public a diminué cette année, représente à peine 10%. Comment, dans ces conditions, l'État qui n'a pas voté un budget en équilibre depuis 1980 peut-il vouloir faire la leçon aux élus locaux? Comment une majorité qui a porté notre dette publique de 900 milliards à 1 700 milliards d'euros entre 2002 et 2011 ose-t-elle donner des leçons de gestion? Il est, mes chers collègues, tout simplement inconcevable que ce soit les mêmes qui prétendent demain moduler les dotations de l'État en fonction de critères de bonne gestion, critères qu'ils définiraient eux-mêmes au mépris du principe de libre administration. Alors, Monsieur le ministre, il est faux de dire que les collectivités sont dans l'impasse parce qu'elles ont trop dépensé et même, prétend-on parfois, trop embauché. Je vous rappellerai que les transferts de compétences massivement opérés depuis 2004 n'ont pas été accompagnés des compensations intégrales que la loi impose à l'État. Les conseils généraux n'ont ainsi reçu que 8 milliards d'euros sur les 12 milliards que l'État aurait dû leur verser au titre des prestations sociales dont il a la charge. Et nous attendons d'ailleurs encore. D'où notre proposition de loi déposée par le groupe RDSE visant à obliger l'État à intégralement compenser les charges dues au titre des allocations individuelles de solidarité versées par les départements. C'est aussi les collectivités qui financent 96% des budgets des SDIS, dont 56% pour les conseils généraux, et qui payent les décisions qui sont prises par l'État et le gouvernement, par exemple le surcoût de la mise en œuvre du dispositif Antares. Je vous rappellerai aussi que les embauches effectuées par les collectivités correspondent à des transferts de personnel ou à des budgets, des besoins réels pour satisfaire les besoins de nos administrés. Je vous rappellerai enfin que l'ensemble de ces transferts s'est opéré de manière coercitive de la part de l'État, sans concertation aucune, alors que la recherche de consensus aurait dû être votre seul guide. Dans mon département, le préfet m'a interrogé, voulez-vous que les routes nationales soient transférées?
J'ai dit, monsieur le préfet, je vais réunir le conseil comme vous le demandez. Si la réponse est oui, je comprends bien que c'est oui. Mais si la réponse est non, il m'a dit, si la réponse est oui, c'est oui. Si la réponse est non, c'est oui. Ainsi, ce fut fait alors que nous étions opposés par 29 voix sur 30. Alors donc, monsieur le ministre, en conclusion, l'avenir est sombre pour nos collectivités, et particulièrement, bien sûr, les zones rurales. En restreignant les possibilités de cofinancement et de subventions, votre projet de réforme des collectivités va contraindre les élus à revoir leurs investissements et à abandonner ou même à privatiser, même si ça fera peut-être plaisir à certains, les services publics. Cette perspective que vous offrez en étranglant les finances locales, c'est donc celle de la disparition des solidarités locales. Cette perspective, les radicaux de gauche, ainsi d'ailleurs que la majorité des membres du RDSE, la refusent avec détermination. En conséquence, nous ne voterons pas les crédits de la mission Relations avec les collectivités territoriales. Merci, mon cher collègue. La parole est maintenant à notre collègue Rémy Pointereau pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Vous avez la parole, mon cher collègue. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, ce projet de budget s'inscrit dans un contexte très contraint et l'État maintient pourtant pour 2011 ses dotations et ses concours aux collectivités territoriales. Après la réforme de la taxe professionnelle, celle des collectivités territoriales et dans le prolongement du Congrès des maires tenu la semaine dernière, je souhaitais faire quelques observations relayant les questionnements et les inquiétudes des élus. Au-delà du cadre de cette mission du budget qui ne porte que sur une petite partie de l'effort financier de l'État en faveur des collectivités territoriales, j'évoquerai donc plus largement que cette mission les problèmes que les élus se posent sur les finances locales. Ma première observation sur la fusion de la dotation globale d'équipement et de la dotation de développement rural, créant une nouvelle dotation d'équipement des territoires ruraux, dans le prolongement du SIAT et sur l'initiative conjointe des ministres de l'Intérieur et de la Ruralité, cette fusion, associée à la simplification des critères de répartition de la dotation et à l'uniformisation des procédures d'attribution, vise à mieux répondre aux besoins d'équipement exprimés. C'est un signe positif en direction des communes rurales. Permettez-moi toutefois d'exprimer la crainte à ce stade que cette fusion pénalise au final les communes ou l'intercommunalité. La DDR était plutôt ces derniers temps réservée aux intercommunalités. Et des précisions quant aux critères d'éligibilité à cette dotation et au périmètre exact des actions qu'elle pourra concerner seraient sans doute utiles, car certains départements ont stoppé carrément leurs aides aux communes. Et il conviendra donc que cette nouvelle dotation soit répartie de façon équitable entre communes et intercommunalités. J'évoquerai en second lieu la péréquation verticale, et en particulier la DGF, celle des dotations qui, à mon sens, génère le plus d'inégalités entre collectivités. Pour exprimer les inquiétudes des maires ruraux, sachant que la dotation forfaitaire de base des communes varie de 64 € à 128 € par habitant en fonction de la taille de la commune. Nous devons réduire à terme cette distorsion qui pénalise la ruralité. Je formulerai par ailleurs une observation sur la réforme de la taxe professionnelle qui sera surtout discutée au moment de l'examen des articles non rattachés à l'article 59. L'année 2011 constitue un tournant pour les finances locales. Maire d'une commune rurale et président de l'association des maires de mon département, j'attire en particulier l'attention sur la part de l'IFER, attribuée aux communes pour la production éolienne, et poursuivant ainsi le débat qui a eu lieu l'an passé. Le relèvement à 5 € proposé dans le projet de loi de finances contre 2,913 € l'an passé est une petite avancée. Mais ce relèvement est encore nettement insuffisant puisqu'il faudrait au minimum 8 € par kilowatt pour compenser les pertes de recettes calculées de l'ancienne TP. Les simulations effectuées le montrent bien et de nombreux maires s'interrogent à l'approche de la préparation de leur budget pour 2011 sur la réalité de leurs ressources. Avant la réforme de la TP, les recettes fiscales par éolienne
était en moyenne de 30 000 € à répartir entre communes, communautés de communes et départements. Depuis, les recettes ont chuté à moins de 10 000 € par éolienne à répartir entre les 3 collectivités. Des communes qui ont anticipé l'implantation d'éoliennes sur leur territoire se retrouvent ainsi aujourd'hui pénalisées par rapport aux prévisions. J'ai donc déposé plusieurs amendements visant d'une part à relever le montant de l'IFER jusqu'à 8 € par kilowatt, que je présenterai à l'article 59, et j'ai également déposé plusieurs amendements visant à modifier la répartition de cet IFER au profit des communes, soit 50%, 40% pour les communautés de communes et 10% pour les départements. En effet, les départements ne peuvent prétendre à une part aussi élevée que celle prévue initialement, à savoir 30%, dans la mesure où toutes les démarches sont réalisées par le bloc communal et que les éventuelles nuisances sont plus locales que départementales. S'agissant des départements, à la suite du rapport Jamais, l'annonce faite il y a quelques mois par le gouvernement d'une aide aux départements en situation d'urgence financière me paraît très positive. Le contrat de stabilité proposé, au terme duquel les départements pourront recevoir une avance, voire une dotation, en échange d'un programme de stabilisation de leurs dépenses, me paraît de bon sens. Et j'avais d'ailleurs écrit au Premier ministre pour inscrire le département du Cher, qui est dans les 10 départements les plus en difficulté, pour pouvoir bénéficier de cette mission d'appui. Et j'ai noté avec satisfaction que le gouvernement traduirait cette démarche dans la prochaine loi de finances rectificative. Voilà, Monsieur le Ministre, les interrogations que je souhaitais vous soumettre en vous renouvelant mes félicitations pour votre nomination et toute ma confiance, sachant que vous connaissez parfaitement les collectivités, pour soutenir ces collectivités dans leur ensemble, pour rétablir les équilibres qui sont fragiles sur certaines parties de notre territoire en confortant la ruralité et pour corriger des inégalités et des pertes de recettes dues à des bases de calcul trop faibles prévues dans la loi de finances 2010. Tout cela permettra, j'en suis sûr, un aménagement du territoire plus équilibré et plus harmonieux. Je vous remercie de votre attention. Merci, mon cher collègue. La parole est maintenant à Madame Jacqueline Gouraud pour le groupe de l'Union centriste. Vous avez la parole, mon cher collègue. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, mes chers collègues, beaucoup de choses ont été dites. Simplement rappeler évidemment que par le gel des dotations aux collectivités locales pendant 3 ans, l'État appelle au fond les collectivités locales à participer à la lutte contre le déficit. Bien sûr, on ne peut pas être contre, mais comme cela a été rappelé tout à l'heure, à la hauteur, je dirais, de nos responsabilités, dans la mesure où les collectivités locales ne représentent que 10% de l'endettement global de la France. Mais je voudrais dire aussi que ce gel intervient à la suite de la réforme de la taxe professionnelle. Et au fond, je voudrais relayer ici l'angoisse des élus qui voient désormais que l'État a 2 leviers. Non seulement le gel des dotations, mais d'un autre côté, bien évidemment, puisqu'il y a eu recentralisation fiscale, perte du pouvoir fiscal des collectivités locales, eh bien l'État a 2 leviers sur les recettes des collectivités locales. Donc, gel d'un côté, plus contrôle de la cotisation sur la valeur ajoutée, il y a une grande angoisse et les collectivités locales craignent de ne plus pouvoir assumer, je dirais, leur mission sur le territoire. Car il faut bien mesurer, Monsieur le Ministre, que naturellement les Français, et on le sait, malgré les paroles rassurantes de la ministre de l'Économie, on sait que la situation n'est pas bonne. Et les Français savent aussi que les temps vont être durs.
Mais il faut comprendre que si les collectivités locales n'ont plus les moyens d'assumer un certain nombre de politiques de proximité, eh bien, ça deviendra de plus en plus insupportable pour nos concitoyens. Et ça, je voudrais bien le refaire sentir ici au niveau national. Je crois qu'il faut que le gouvernement comprenne cela avant, je dirais, qu'il ne soit trop tard. Le deuxième point que je voudrais préciser, c'est de regretter que le gouvernement ait obtenu le retrait par une deuxième délibération à l'Assemblée nationale de plusieurs dispositions favorables aux collectivités territoriales. Nous espérons, Monsieur le ministre, Monsieur le Président du Sénat, qu'ici, dans cette Assemblée, celle qui représente les collectivités locales, eh bien que le gouvernement fera preuve d'un peu plus d'habileté, si je puis dire, et puis surtout que nos collègues ne se laisseront pas aller à voter des deuxièmes délibérations qui annuleraient les décisions que nous aurions votées auparavant. Troisième point que je voudrais signaler, il s'agit d'une demande au gouvernement de simulation des effets de la baisse de la dotation de garantie. Car si ces simulations sont globalement de 130 millions, c'est-à-dire de 2,54%, ces évolutions sont différenciées selon le niveau des communes. Et nous aimerions avoir, bien évidemment, des évaluations, des simulations plus précises sur les conséquences de la baisse de la dotation de garantie. Quatrièmement, ça a déjà été évoqué par mon collègue du Cher, Rémy Pointreau, il y a une grande inquiétude sur la fusion de la DGE et de la DDR, parce que, vous savez, quand on dit on fusionne, on a toujours peur qu'à la sortie, n'est-ce pas, il y en ait moins qu'à l'entrée. Et donc, nous espérons que toutes les communes qui en bénéficiaient en bénéficieront toujours. Et puis, je voudrais rappeler le rôle essentiel de la commission d'élus, et nous voudrions qu'elle soit conservée pour cette répartition comme elle l'était pour la DDR auparavant. Je termine, Monsieur le Président, juste parce que plusieurs de mes collègues m'ont demandé d'intervenir sur ce point, même si c'est un peu en marge, notamment Nathalie Goulet, j'allais le dire, chère Nathalie. Suite à la loi sur la réforme des collectivités territoriales, il est prévu, bien sûr, dans chaque département, l'élection d'une commission départementale de coopération intercommunale. Nous souhaiterions beaucoup que le décret, ou je ne sais pas si c'est un décret, sorte le plus rapidement possible, car nous aimerions que tout cela soit fait rapidement et surtout avant que ne s'engage la campagne des élections cantonales, qui pourrait perturber un peu les élections à la CDCI. Je pense qu'il serait de bonne loi que cela aille rapidement. Je vous remercie. Merci, ma chère collègue. La parole est maintenant à notre collègue Georges Patient, apparenté au groupe socialiste. Vous avez la parole, mon cher collègue. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, l'enveloppe de la mission en relation avec les collectivités territoriales pour 2011 est de 2,55 milliards d'euros de crédits en autorisation d'engagement et 2,51 milliards d'euros en crédits de paiement. Ces crédits ne représentent que 2,6% du montant total des relations financières entre l'État et les collectivités territoriales, qui, lui, s'élève à plus de 98 milliards d'euros. Mais cette mission retrace les crédits affectés aux collectivités locales au titre de la dotation générale de décentralisation, des dotations d'investissement et d'autres aides spécifiques de l'État aux collectivités qui sont intégrées dans le périmètre des dotations concernées par le gel en valeur sur les 3 prochaines années, 2011 à 2014, conformément à la règle d'évolution zéro valeur, prescrite dans la loi de programmation des finances publiques pour 2011-2014. L'article 20 du projet de loi de finances gèle les dotations de fonctionnement, telles que les dotations générales de décentralisation,
L'article 21 du même texte gèle les dotations d'investissement telles que les dotations globales d'équipement. Cette stagnation des dotations aura des effets négatifs sur les capacités d'intervention des collectivités et d'ores et déjà, la note de conjoncture publiée le mercredi 17 novembre par Dexia Crédit Local avance un recul de 2,1% des investissements publics locaux en 2010 et une chute qui se poursuivra en 2011 puisque le projet de loi de finances pour 2011 prévoit une diminution de 3,1% du montant du fonds de compensation pour la TVA l'année prochaine. Plus grave encore sera l'impact de la réduction des concours financiers de l'État sur les départements régions d'outre-mer qui, en raison de compétences plus larges que celles des collectivités métropolitaines, ont des charges nécessairement plus élevées. Les dépenses de fonctionnement par habitant des collectivités territoriales des DOM sont en effet d'un niveau largement supérieur à celle de la moyenne des collectivités françaises, plus 82% pour les régions, plus 88% pour les départements et plus 17% pour les communes. Outre l'effet des charges de personnel, ce déséquilibre résulte également du poids des dépenses sociales dans les budgets des collectivités territoriales. Cela conduit nécessairement, pour les finances départementales notamment, à une situation particulièrement tendue. En raison de l'importance de ces dépenses sociales, la sous-compensation pèse en valeur absolue plus lourd dans les budgets départementaux d'outre-mer que dans ceux de métropole. De même, les DOM présentent des spécificités historiques qui justifient un effort accru en matière d'investissement. Infrastructures de transport, équipements scolaires, logement social. En raison de ces besoins importants, les dépenses d'investissement des collectivités territoriales devraient être logiquement supérieures à celles des collectivités métropolitaines. Ce qui n'est pas le cas, elles sont plus faibles que celles de métropole en raison du poids des dépenses de fonctionnement qui induit une moindre capacité d'investissement et de nombreuses insatisfactions locales. En l'état, elles effectuent pourtant à elles seules plus de 70% des investissements publics qui sont de loin les moteurs de l'activité économique des départements d'outre-mer. Sans cesse, nous alertons sur cette situation et réclamons une plus grande adaptation des concours financiers de l'État aux collectivités territoriales des départements d'outre-mer, voire une dotation de rattrapage. Les réponses qui nous sont apportées reposent exclusivement sur la responsabilisation des élus, l'accentuation de la pression fiscale directe et indirecte sur une population dont le quart seulement est assujetti au paiement de l'impôt sur le revenu, puisque les départements d'outre-mer bénéficieraient déjà d'importantes dotations de l'État en raison de règles de droit commun qui leur seraient plus favorables. Si la hausse de la dotation globale de fonctionnement des collectivités territoriales des DOM est certes supérieure à celle des collectivités métropolitaines, cela résulte de leur croissance démographique plus forte. Aussi, il est normal que les dotations de l'État la prennent en compte, puisqu'une part importante de la DGF est déterminée par le nombre d'habitants. La mission sénatoriale qui s'était rendue dans les DOM en 2009 avait pris la pleine mesure de la situation en identifiant les réels problèmes. Dans son rapport, qui a été largement diffusé, elle émet plus de 15 propositions visant à l'amélioration de la situation financière des collectivités locales. Le gouvernement a paru entendre, mais à ce jour n'a pas suivi. À nouveau, je reprends certaines de ces propositions sous forme d'amendements qui, j'espère, seront adoptées. Merci. Merci, chers collègues. Maintenant, nous allons entendre notre collègue Benoît Huré pour le groupe UMP, dernier intervenant dans cette discussion générale. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la mission en charge des politiques à l'égard des collectivités territoriales dans le cadre de l'élaboration du projet de loi de finances 2011 m'amène à vous faire part de quelques remarques. Je constate avec satisfaction, alors qu'une crise économique et financière sans précédent accable le monde et la France, que le gouvernement démontre dans ce projet de budget qu'il continue malgré tout à soutenir fortement les collectivités territoriales dont la part des recettes provenant de l'État représente plus de 60%. On note en particulier
une augmentation des crédits de la dotation de développement rural, la dotation de solidarité urbaine, qui témoigne d'une attention plus grande à l'égard des territoires fragiles. Ce budget intervient aussi dans l'actualité de la réforme territoriale à laquelle le Sénat a apporté une contribution déterminante, largement inspirée par son enracinement dans les réalités territoriales. Si le bloc communal et intercommunal se trouve conforté dans son évolution, les perspectives de mieux travailler ensemble proposées aux départements et aux régions renforceront le rôle nécessaire et complémentaire de ces deux institutions, tout en répondant à la nécessité incontestée de simplifier et de clarifier le mode d'élection des représentants des territoires. La suppression de la taxe professionnelle est compensée et les modalités de la répartition de l'impôt économique nouveau qui lui succède s'inscrivent dans une volonté positive et qui devra être renforcée largement à l'avenir, de plus grande péréquation entre territoires. Mon inquiétude, par contre, est grande pour les mois et même les semaines à venir en ce qui concerne certains conseils généraux, car ceux-ci, à la différence des autres niveaux de collectivité, ont, en plus des missions classiques qui échouent à toutes les autres, le devoir de mettre en œuvre les politiques de solidarité dont la charge liée à la dépendance et au RMI RSA sont en train d'exploser. Le Premier ministre, en décembre dernier, a lui-même reconnu la gravité de la situation. Il a nommé un expert, M. Pierre Jamet, dont les conclusions sont claires. Même si les perspectives budgétaires des conseils généraux à partir de 2012 retrouvent des fondamentaux plus solides grâce à la mise en œuvre du financement par la nation de la dépendance au titre du 5e risque, il n'en reste pas moins que pour certains départements, dont celui des Ardennes, qui combinent les effets d'une démographie vieillissante et ceux d'une situation économique difficile, ne pourront pas attendre cette échéance de 2012, l'équation budgétaire de 2011 étant quasiment impossible à résoudre. Les 150 millions d'euros de dotation exceptionnelle récemment dégagés par le gouvernement en faveur de quelques dizaines de départements n'apportent qu'une partie de la réponse pour certains conseils généraux qui se comptent sur les doigts d'une main, dont celui des Ardennes, pour les raisons que je viens d'indiquer. Pour cela, les conclusions de la mission d'appui constituée à l'initiative du Premier ministre attestent de la nécessité de verser en urgence une dotation de secours particulière. Monsieur le ministre, je fais confiance à l'ancien sénateur et président de Conseil général que vous êtes, à ce titre parfaitement informé de la réalité des situations des uns et des autres, pour relayer cet appel pressant auprès de Monsieur le Premier ministre. Monsieur le ministre, je vous renouvelle mes félicitations et mes encouragements pour la responsabilité ministérielle qui vient de vous être confiée, et je vous informe ainsi que mes collègues que je voterai les crédits de la mission dont nous débattons cet après-midi. C'est une surprise. Merci, Monsieur Huré. Bien, mes chers collègues, nous allons maintenant entendre notre ex-collègue et ami Philippe Richert, ministre auprès du ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales. Monsieur le Président, Messieurs les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les sénateurs, et si vous me le permettez, chers collègues, j'ai bien compris que le dossier n'est pas aisé, je vais y revenir, et je souhaite le faire comme j'ai toujours souhaité le faire quand je siégeais sur les travées du Sénat, en toute transparence, parce que je crois qu'au-delà des débats où nous sommes dans des responsabilités diverses, ce qui compte, c'est la façon d'avancer ensemble pour le bien commun de la nation. Mesdames et Messieurs, l'examen des crédits et des articles rattachés à la mission Relations avec les collectivités territoriales constitue l'un des 3 moments du débat qu'offre ce projet de loi de finances en matière de finances locales. En effet, la semaine dernière, vous avez adopté la première partie de la loi de finances et tout son volet relatif au prélèvement sur recettes de l'État au profit des collectivités territoriales. Puis, en fin de semaine ou en début de semaine prochaine, j'aurai le plaisir de vous retrouver pour examiner les articles relatifs à la clause de rendez-vous de la taxe professionnelle. L'importance de ces débats et des articles associés résulte de 2 orientations majeures de ce projet de loi de finances. Tout d'abord,
la mise en œuvre concrète de la réforme de la taxe professionnelle pour les collectivités territoriales, plusieurs d'entre vous en ont parlé, et ensuite la mise en œuvre du gel des concours financiers et la poursuite de l'effort de péréquation. Avant de présenter les crédits de la mission Relations avec les collectivités territoriales, je voudrais, si vous le permettez, présenter ces orientations en quelques mots, et j'ai bien conscience des difficultés devant lesquelles nous nous trouvons tous, quel que soit le niveau de collectivité où nous exerçons nos responsabilités. Évoquons tout d'abord la clause de rendez-vous de la taxe professionnelle. Ce projet de loi de finances concrétise, comme le gouvernement s'y était engagé, la clause de rendez-vous qui était une attente forte des parlementaires et des élus locaux. Cette clause de rendez-vous permet d'établir une première évaluation de la réforme. Tout d'abord, les collectivités territoriales, je veux le redire ici, n'ont pas été asphyxiées par la suppression de l'ATP. D'ailleurs, la compensation relais de l'ATP, perçue cette année, est en augmentation sensible, plus 3,7% par rapport au produit de la taxe professionnelle perçu l'an dernier. Permettez-moi de le redire, ce ne sont pas des chiffres farfelus, c'est la réalité. Cela représente, mes chers collègues, 1,1 milliard de ressources supplémentaires pour les collectivités locales, quoi qu'on dise. Certes, la territorialisation des nouvelles ressources continue de faire débat. À mon sens, elle légitime les outils de péréquation qui doivent être progressivement mis en œuvre. Pour le niveau régional et le niveau départemental, un mécanisme de péréquation sur la croissance de la cotisation sur la valeur ajoutée, la CVAE, et pour le niveau départemental, le mécanisme sur les droits de mutation à titre onéreux, DMTO, introduit l'an dernier à l'initiative du député Marc Laffineur. Enfin, au niveau communal, ce projet de loi de finances ouvre le débat sur l'instauration, dès 2012, d'un nouveau dispositif de péréquation des ressources communales et intercommunales selon les modalités décrites à l'article 63. Vous savez, mes chers collègues, tout le monde parle de péréquation et quand on y arrive, chacun trouve toujours les raisons de dire que la péréquation, c'est d'abord pour les autres avant de nous concerner nous-mêmes. Vous savez, c'est des choses que nous avons tous connues, nous avons tous siégé et travaillé. Ça fait pratiquement 30 ans que j'y suis, ça fait 30 ans que je l'entends. Le gouvernement souhaite que nous puissions ainsi disposer d'une feuille de route pour les travaux que nous aurons à conduire en 2011, en étroite concertation avec le comité des finances locales, cher monsieur le rapporteur. Nous aurons l'occasion de débattre de ces différents mécanismes dans les tout prochains jours. Enfin, compte tenu des évolutions des ressources des collectivités territoriales, nous avons dû adapter les instruments de mesure des écarts de richesse aux nouvelles ressources fiscales des collectivités territoriales. On le faisait jusqu'à présent avec les 4 bases. Eh bien, c'est évident qu'aujourd'hui, avec les changements qui ont été introduits, eh bien, il faut en trouver de nouvelles. Cette mesure est indispensable pour la répartition des dotations de péréquation. Si nous n'avons plus de base, comment faire pour répartir? C'est l'objet de l'article 86 du projet de loi de finances, rattaché à la mission Relations collectivités territoriales, qui propose de conserver en 2011, pour la part de potentiel financier assise sur la seule taxe professionnelle, les données utilisées pour le calcul du potentiel financier en 2010, c'est-à-dire en fait les données de 2009. Ce choix a été fait afin de ne pas perturber trop gravement la répartition des dotations de péréquation au moment où se mettent en place les nouvelles ressources fiscales des collectivités territoriales. Naturellement, l'an prochain, un nouveau potentiel fiscal prendra en compte les nouvelles ressources fiscales des collectivités territoriales. C'était le premier point, j'en viens au deuxième. Abordons à présent la stabilisation en valeur pour la période du budget triennal 2011-2013 des concours financiers de l'État aux collectivités territoriales. Cette décision, mesdames et messieurs, chers collègues, a été prise lors de la deuxième conférence des déficits publics. Elle s'inscrit dans le cadre des conclusions du rapport Carrez-Thénault et vise à appliquer aux concours financiers de l'État la même règle d'évolution que celle que l'État fixe à ses propres dépenses. L'effort de maîtrise des finances publiques concerne en effet l'ensemble des dépenses publiques, d'autant que le contribuable final est toujours le même. Mais j'ai bien noté, mes chers collègues, que bien entendu, au niveau des collectivités, notamment en ce qui concerne les dettes, nous ne sommes pas au niveau des collectivités, au même niveau que l'État, bien entendu, et personne n'aurait imaginé ici prétendre le contraire. Pour mémoire, je souhaite rappeler que le gel ne porte que sur une enveloppe de 50,4 milliards d'euros, enfin c'est déjà pas mal, mais l'effort financier global de l'État reste nettement supérieur à cette enveloppe, et j'ai entendu les chiffres tout à l'heure, 77 milliards d'euros en comptant les concours financiers et les dégrèvements législatifs d'impôts locaux, en réalité 99 milliards d'euros, en y ajoutant la fiscalité transférée en compensation des transferts de compétences. Cela représente tout de même le premier poste de ce budget, loin devant par exemple le budget de l'éducation nationale qui lui se situe à 61,7 milliards, je le rappelle 99 milliards de dotation pour les collectivités. Toutefois, ce gel, vous le savez, est accompagné de plusieurs engagements forts. Premièrement,
la stabilisation des concours financiers de l'État ne veut pas concerner toutes les dotations. En effet, conformément aux préconisations des messieurs Carrez et Thénault, le FCTVA n'est pas inclus dans le périmètre visé par le gel. Les dotations aux collectivités territoriales ne seront donc pas pénalisées par la croissance des investissements que celles-ci pourraient mener. Les amendes de police également sortent du périmètre du gel. Deuxième point, les effets de la réforme de la TP et notamment la création de la nouvelle dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle ne pèseront pas sur les autres concours financiers de l'État. Troisièmement, les dotations de péréquation vont continuer à progresser et j'ai bien entendu plusieurs interventions, Monsieur le Président Poncelet, sur ce sujet. Cela témoigne de notre souhait de renforcer l'équité entre les territoires et j'y reviendrai tout à l'heure lors des examens des amendements qui sont déposés. Ainsi, à l'article 80 que nous examinerons tout à l'heure, il précise que la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale augmentera de 77 millions d'euros, Monsieur le Sueur. La dotation de solidarité rurale augmentera, elle, de 50 millions d'euros. Cela représente 6,2% d'augmentation pour chacune de ces deux dotations. Cette augmentation sera certes gagée par la baisse d'autres composantes de l'enveloppe gelée, et notamment à certaines parts de DGF. Je précise toutefois que, s'agissant de l'écrêtement du complément de garantie, celui-ci ne sera plus appliqué de manière uniforme comme les années précédentes, mais en fonction du potentiel fiscal des communes. C'est une vraie mesure de redistribution particulièrement protectrice des petites communes, les communes les plus fragiles. J'ajoute qu'un amendement adopté à l'Assemblée nationale a permis de dégager une ressource de 149 millions qui soulagera les contraintes au sein du financement de la péréquation. Enfin, je voudrais rappeler l'engagement très fort du Président de la République de réduire le poids des normes pesant sur les collectivités territoriales. Un moratoire sur les normes nouvelles est d'ores et déjà en vigueur depuis le 6 juillet dernier et un travail s'engage sur le stock de normes existantes en lien avec les 3 associations d'élus nationales. Troisième et dernier point, je voudrais à présent présenter brièvement les crédits de la mission Relations avec les collectivités territoriales. Ils portent sur un montant modeste au regard de l'effort global de l'État au profit des collectivités, puisqu'ils représentent 2,626 milliards d'euros d'autorisation d'engagement et 2,580 milliards d'euros de crédits de paiement en 2011. Mais je vais vous prouver que même sur cette mission budgétaire, l'immobilisme n'est pas de mise. Tout d'abord, l'article 82 du projet de loi de finances prévoit de fusionner la dotation globale d'équipement et la dotation de développement rural pour créer une nouvelle dotation d'équipement des territoires ruraux. Elle sera dotée de 615 millions d'euros, donc pas de diminution. Son fonctionnement permettra d'améliorer, de simplifier la gestion de ces crédits déconcentrés au niveau des préfectures, d'élargir le champ des projets éligibles et donc de mieux répondre aux besoins des territoires ruraux, notamment pour le montage de projets conformément aux attentes exprimées par les collectivités territoriales lors des assises des territoires ruraux. Deuxièmement, par ailleurs, quelques dotations sont abondées afin de répondre à des besoins spécifiques. C'est le cas de la dotation spéciale de construction et d'équipement des établissements scolaires de Mayotte ou encore du fonds de soutien aux communes touchées par le redéploiement territorial des armées qui progresse respectivement de 5 et 10 millions d'euros. Enfin, la dotation de développement urbain est reconduite sur l'ensemble de la période 2011-2013 et l'État continuera ainsi d'apporter son soutien aux projets dans le domaine économique et social des communes les plus défavorisées. Telles sont les principales orientations dont je voulais vous faire part, avant de répondre de façon un peu plus complète à des interventions, mais elles étaient tellement nombreuses en termes de questions posées que je vais essayer de prendre quelques interrogations génériques, si vous voulez bien. Ça me permettra de respecter autant que possible, Monsieur le Président, le timing total qui m'est donné. Tout d'abord, revenons sur la situation difficile. Nous le savons tous, mes chers collègues, la situation dans notre pays est difficile, elle est difficile dans d'autres pays. Nous avons tous les jours quasiment des renseignements qui nous viennent de la situation fragile que nous pouvons connaître, par exemple pour l'Irlande, mais il n'y a pas que l'Irlande, vous le savez bien. Et dans cette situation, que l'effort fasse un effort, que l'État fasse l'effort, c'est normal. Que les collectivités y participent au même titre, c'est normal aussi. On ne peut pas attendre autre chose. Nous ne serions pas responsables si nous ne le faisions pas. Par contre, évidemment, il faut tenir compte de la situation spécifique des collectivités territoriales. Il ne s'agit pas de fermer les yeux, il ne s'agit pas de détourner la tête, mais que les collectivités participent, c'est normal, c'est le premier point. Le deuxième point, la taxe professionnelle, on y reviendra d'ici la fin de semaine ou début de semaine prochaine. Mais quand même, tous ceux qui m'ont expliqué que dorénavant, à partir de la taxe professionnelle, la situation pour les collectivités est terriblement dégradée. Bien sûr que nous n'avons plus les mêmes marges de manœuvre, c'est tout à fait juste. Mais pour autant, permettez-moi de dire et de répéter qu'en réalité, la contribution que les collectivités ont eue de la part de l'État, non seulement a été au même niveau, et ça c'était la garantie qui a été prise, mais elle a été dépassée de 1,1 milliard en 2010 par rapport à ce qui était prévu en 2009.
Donc arrêtons de dire, moi j'avais entendu au congrès des maires, un maire était intervenu pour dire qu'il a une baisse de 50% de la dotation. C'est pas possible. On a pris la garantie qu'il y aurait au moins le maintien. En réalité, au total, il y a 1,1 milliard de plus. Donc ça ne veut pas dire que tout est simple. Ça ne veut pas dire notamment que, bien sûr, nous n'avons pas perdu en termes de marge de manœuvre au niveau du financier dans les collectivités. Mais la réalité, c'est qu'au minimum, nous avons eu la même dotation que par le passé. En réalité, 1,1 milliard de plus. Troisième chose, Monsieur le Président Poncelet, mais d'autres ont évoqué la même question. Excusez-moi de vous répondre de façon plus directe, la situation des départements. C'est clair qu'au niveau des départements, nous avons véritablement l'effet de ciseaux, avec une dépense qui continue notamment dans le domaine du social, en particulier pour la question de la dépendance, et en même temps, les ressources, elles évoluent beaucoup plus difficilement, avec en particulier les droits de mutation qui, à un moment donné, avaient complètement plongé. Dans cette situation, la première réponse sera effectivement une réponse de 2 dotations pour permettre d'accompagner les départements qui sont dans la situation les plus fragiles, mais surtout, la deuxième question, au-delà de la question des normes, c'est d'accompagner les départements au niveau de la dépendance. Ce grand chantier sera lancé, nous le savons bien, le ministre a été chargé d'ores et déjà de réfléchir, et ça se fera avec les collectivités, et notamment bien sûr les départements, parce que le problème est là. Moi je me souviens quand j'étais président de conseil général, quand nous avons discuté de l'APA, ici mes chers collègues, ici, à l'époque, nous avions demandé à ce qu'au niveau de l'APA, 50% de la dépense soit compensée par l'État. 50%. Le gouvernement de l'époque, c'était M. Jospin, permettez-moi de le dire, a refusé de fixer la norme à 50%. Aujourd'hui, on voudrait qu'on fasse la dotation totale. Soyons raisonnables. Ce n'est pas possible. C'est totalement juste. C'était ici que ça s'est passé. J'étais dans l'enceinte quand ça s'est passé. Permettez-moi de le redire. C'est la réalité. Pour autant, je vous permets de dire, monsieur, cher collègue, cher président, vous prendrez les débats ici et vous retrouvez que nous avons demandé 50% et le gouvernement n'a pas voulu le mettre dans la loi parce qu'il savait très bien que la dépense irait en grandissant. Ça, c'est la réalité. Je vais vous le sortir. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut tourner la tête. J'ai bien compris. Soyez assurés que le gouvernement va ouvrir ce débat parce que nous savons bien que c'est là-dessus que se pose la question. Le gouvernement, à l'époque, ne l'avait pas fait. Ce n'est pas pour autant que nous ne devons pas le faire demain. C'est donc que nous allons ouvrir ce chantier, mon cher collègue. Le quatrième point que je voudrais évoquer, évidemment, c'est celui du 5e risque. J'en ai parlé à l'instant. C'est ça la vraie question que nous avons là. Ensuite, sur le rôle du comité des finances locales, cher monsieur le rapporteur, j'ai bien noté que nous ne souhaitons pas voir sa disparition ou son rôle s'amenuiser. C'est la raison pour laquelle il faut travailler en particulier au niveau de la dotation de solidarité rurale où il aura un vrai rôle. Cinquièmement, les critères de bonne gestion. Il ne s'agit évidemment pas de dire voilà les bons gestionnaires, voilà les mauvais gestionnaires. Par contre, comme les dotations la plupart du temps, c'est simplement la reprise des dépenses. Quelle que soit la façon dont les dépenses ont été calculées. Ceux qui hier avaient fait des efforts en matière de taxes professionnelles au niveau des taux, eh bien ils sont handicapés puisque l'État compense, même lorsque les taux de taxes professionnelles étaient élevés, même lorsqu'à l'époque les régions, certaines régions avaient augmenté d'une année à l'autre de 80% la fiscalité, l'État compense. Eh bien, je crois qu'à un moment donné, il est normal qu'il y ait une marge de discussion entre les uns et les autres. Il ne s'agit pas de décerner des prix, mais il s'agit d'avoir un moment de discussion sur la base de critères qu'ensemble nous pouvons mettre en place. Sixièmement, au niveau de l'autonomie fiscale et financière par rapport aux recettes, c'est clair qu'avec la réforme telle qu'elle est passée, l'autonomie financière des collectivités a baissé. Après la réforme, au niveau des régions, on est entre 8 à 10% de la maîtrise sur les recettes. Au niveau des départements, entre 12 à 20%, au niveau des communes, aux alentours de 40% en moyenne. C'est clair, ça a baissé. Mais je rappelle aussi, mes chers collègues, notamment en Allemagne, ce n'est pas tellement les recettes dont ils ont les marges de manœuvre, c'est sur les dépenses. Et si je prends les dépenses, une étude a été faite au niveau de la mission d'inspection IGF-IGA, eh bien cela montre que les ratios d'autonomie financière dépenses sont les suivantes. Pour les régions en 2011, 55,9% contre 41,7% en 2003. Pour les départements, 67% aujourd'hui contre 58,6% en 2003. Pour les communes, 63,7% contre 60,8% en 2003. C'est-à-dire qu'au niveau des dépenses, l'autonomie
pour ce qui n'est pas des dépenses obligatoires a progressé depuis cette période. Eh bien, je souhaite le dire parce que, bien sûr, il est important de parler des recettes, mais aussi des dépenses. J'ai bien compris, Monsieur le Président, que mon temps était passé. C'est la raison pour laquelle je vais conclure, pour dire que, notamment pour ce qui concerne le décret pour les élections au niveau de la commission départementale, eh bien, dès que nous aurons le retour au niveau du Conseil constitutionnel, nous allons mettre en route une proposition de décret qui devra aller au Conseil d'État. Dès que nous aurons le retour, évidemment, ça devrait être au début du mois de janvier, nous ferons parvenir pour mettre tout cela en route. Mais dès le mois de décembre, nous contacterons les préfectures pour que ce lit soit mis en place au niveau des relations avec les collectivités. Mesdames et Messieurs, je répondrai de façon plus complète tout à l'heure lors des amendements pour permettre d'avoir la vision globale sur l'ensemble des questions qui étaient soumises. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur le Ministre, pour votre intervention. C'est de bon augure parce qu'il y a du tonus, en tout cas. Espérons que... Alors, mes chers collègues, j'ai le très grand plaisir, au nom du Sénat tout entier, de saluer la présence dans notre tribune officielle de Madame Rossana Boldi, présidente de la Commission des Affaires européennes du Sénat italien. Madame la présidente Boldi est une élue du Piémont, une région frontalière de la France, surtout de la Savoie, et elle nous fait l'honneur d'être parfaitement francophone, et j'ai pu le constater pendant les commentaires tout à l'heure. Madame la Présidente est accompagnée de notre excellent collègue Jean Bizet, président de la Commission des Affaires européennes du Sénat. Nous sommes particulièrement sensibles à l'intérêt et à la sympathie que notre collègue porte à notre institution et surtout au développement de la coopération entre le Palais Madame et notre Sénat, spécialement dans les affaires européennes où nous avons à nous rapprocher pour mettre en œuvre le traité de Rome. Au nom du Sénat de la République française, je forme des vœux pour que son séjour en France contribue à renforcer les liens de notre amitié transalpine au sein de l'Europe et je lui souhaite, en votre nom, la plus cordiale bienvenue. Bien, mes chers collègues, nous allons procéder à l'examen des amendements portant sur les crédits de la mission Relations avec les collectivités territoriales figurant à l'état B. Article 48, état B, un amendement 240 du gouvernement. Monsieur le ministre, vous avez la parole pour défendre votre amendement. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, il s'agit tout simplement d'un amendement qui majore les crédits de la mission Relations collectivités territoriales pour compenser aux collectivités territoriales sous forme de crédits budgétaires, DGD principalement, plusieurs transferts de compétences ne pouvant être compensés sous forme de TIPP. Il vise à ajuster les montants des droits à compensation pour 2011 en fonction de données dont le gouvernement ne disposait pas lors du dépôt du PLF 2011 et dont la plupart d'entre eux sont définitifs et ont été validés par la commission consultative sur l'évaluation des charges. Comme chaque année, le gouvernement présente donc au moment de la discussion au Sénat les derniers ajustements nécessaires au vu des données disponibles. En réalité, il s'agit tout simplement de dotations supplémentaires que je vous propose. Quel est l'avis du rapporteur? Oui, merci, Monsieur le Président. Il s'agit d'un amendement qui tire les conséquences de données dont le gouvernement ne disposait pas lors du dépôt du présent projet de loi. Et il permet de dégager 6 689 138 € sur la DGD. C'est donc une bonne nouvelle, donc favorable. Bien. Pas de demande de parole. Le Sénat est d'accord pour adopter cet amendement 240. Pas d'avis contraire. Pas d'opposition. Abstention. Groupe CRC, abstention. Autrement, à l'unanimité. Nous allons procéder au vote des crédits de la mission Relations avec les collectivités territoriales, figurant à l'état B. J'ai été saisi d'aucune demande de parole, d'explication de vote avant l'expiration du délai limite. Je mets donc aux voix les crédits de la mission. Ceux qui sont favorables veulent bien lever la main. Avis contraire. Alors, avis contraire, groupe socialiste et groupe CRC. Les crédits sont adoptés. Maintenant, mes chers collègues, nous allons procéder à l'examen de l'amendement portant sur les crédits du compte spécial avance aux collectivités territoriales figurant à l'état D. Là, j'ai un amendement à l'article 50 du rapporteur de la Commission des finances. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole.
Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Depuis 1996, aucune avance n'a été attribuée à des collectivités territoriales en application de l'article 14 de la loi de décembre 1946. Et donc, nous proposons de supprimer ces crédits, compte tenu de cette absence d'utilisation. Et c'est le but de cet amendement. Quel est l'avis du ministre? Comme le rapporteur vient de dire, il n'y a pas eu de consommation de crédit. On peut imaginer que c'est peut-être parce que les taux de crédit étaient particulièrement bas sur le marché. C'est la raison pour laquelle on n'est pas sûr de ce qui va se passer dans les années qui viennent. Je m'en remets donc à la sagesse du Sénat. Bien. Je vous remercie. Ceux qui sont favorables à l'adoption de la Commission des finances veulent bien lever la main. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Je n'en vois pas, des abstentions sans doute. Donc, ces crédits sont supprimés. Et l'article 50 est ainsi modifié, même vote, je suppose. Il est adopté. Maintenant, nous allons procéder au crédit du compte spécial avance aux collectivités territoriales, figurant à l'état D. Je n'ai été saisi d'aucune demande d'explication de vote avant l'expiration du délai. Je mets donc aux voix les crédits de la mission. Ceux qui sont pour, lèvent la main. Avis contraire? Abstention? Ils sont adoptés. J'appelle en discussion les articles 79 à 86 et les amendements qui sont rattachés pour leur examen au crédit de la mission Relations avec les collectivités territoriales. À l'article 79, je n'ai pas d'amendement, il est donc même vote, il est adopté. À l'article 80, j'ai un amendement de M. Dallier. Ah ben vous n'êtes pas inscrit, c'est trop tard maintenant. Donc la parole est à moi, Monsieur le Président. Je m'excuse, mais j'ai demandé s'il y avait des paroles, il n'y en avait pas. Non mais, il n'y a pas de parole d'inscrite. Alors, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, cet amendement vise, que j'ai co-signé avec notre collègue Jean-Jacques Gégou, vise à prolonger d'une année et d'une année seulement, je vous rassure, Monsieur le Ministre, un dispositif que la Haute Assemblée avait adopté il y a 2 ans afin de ne pas trop pénaliser un certain nombre de communes, moins d'une trentaine, des communes dont le potentiel financier est nettement inférieur à la moyenne de leur strate, puisque je crois que le seuil avait été fixé à plus de 20%, en dessous de la moyenne de la strate. Et ces communes s'étaient vues pénalisées par le changement du mode de recensement de la population par l'INSEE. Ces communes avaient en effet, en 2005 et 2006, réalisé des recensements complémentaires. On avait alors décompté pour celles-ci une augmentation de la population supérieure à 15%, et donc cette population avait été prise en compte, et puis le mode de changement de calcul de l'INSEE, tout d'un coup, avait fait disparaître cette population, et donc les dotations de ces collectivités étaient censées effectivement diminuer. Donc il y a 2 ans, nous avions exposé ce problème. La Haute Assemblée, sur un avis favorable du gouvernement, avait adopté ce dispositif transitoire pour 2 années. Nous vous demandons de le prolonger d'1 année, sachant que, statistiquement, il faut en fait 5 ans pour que ces communes retrouvent la population qu'elles avaient décomptée antérieurement. Donc voilà une demande qui me semble raisonnable, qui coupe un peu la poire en deux et qui pourrait effectivement permettre d'atténuer les difficultés de ces communes. Je vous remercie, Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Cet amendement a été évoqué par Monsieur Gégou en commission des finances dès l'examen de la première partie. Son coût serait très limité, sans doute moins d'1 million d'euros, et il a été gagé par la Commission des finances grâce au prélèvement effectué sur le FARU en direction de la DGF. Donc nous souhaiterions néanmoins avoir des informations du gouvernement. Bien, Monsieur le Ministre, votre avis, s'il vous plaît. Chers collègues, je ne sais pas si chacun a bien compris qu'est-ce qui s'est passé. Vous savez que jusqu'à présent, on fait les recensements tous les 6 ans, avec de temps en temps, quand il y avait de fortes croissances dans les communes, un recensement complémentaire. Les nouvelles modalités, c'est des recensements quasi permanents, un ajustement permanent du nombre d'habitants dans les communes. Et ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'on faisait des recensements complémentaires, eh bien, en fonction de l'accroissement de logements, on attribuait en moyenne 4 habitants par logement. Et lorsque les recensements ont été faits, lorsque on a pris les chiffres, eh bien, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas 4 habitants par logement. Et donc cela, tout simplement, a fait en sorte qu'on a constaté qu'il y avait moins d'habitants que la réalité. C'est là que nos collègues ont déposé l'amendement en disant, il y a 2 ans, bah écoutez, il y a moins de population que la réalité, donc on prend en compte la réalité pour tous les autres, mais pour ceux qui avaient fait ce recensement complémentaire, on leur donne le temps de s'adapter, puisqu'en réalité, ils auraient droit à moins que ce qu'ils ont perçu.
On a accepté de donner 2 ans. Les 2 ans sont passés, ils souhaitent qu'on redonne 2 ans de plus. 1 an de plus. Au niveau du gouvernement, il faut savoir la chose suivante, c'est que si nous acceptons cela, la diminution du coût qui est impliqué ici, eh bien ça va en défaveur tout simplement de la péréquation, soyons clairs. La deuxième chose, c'est que nous appliquerions tout simplement les mêmes principes qui sont appliqués à l'ensemble des communes sur l'ensemble du territoire national. Donc c'est une exception au principe tel qu'il est indiqué, et en même temps, dernière chose, avec l'augmentation très forte de la DSU, je l'ai dit tout à l'heure, 77 millions d'euros, dans un contexte de finances publiques très difficile, eh bien cela devrait, puisque ce sont des communes théoriquement, contexte financier difficile, permettre de compenser la perte qu'il y aurait au niveau de cette non-reconduite d'une mesure ancienne. Ça permettrait une compensation au titre de la DSU, ce qui fait que normalement, la problématique qu'elle est énoncée devrait trouver une solution. La raison pour laquelle le gouvernement est défavorable. Voilà donc pour le budget de cet après-midi consacré aux relations avec les collectivités territoriales. Prochain rendez-vous de l'actualité politique et parlementaire, le journal de 19h présenté par Michel Grosschor, puis le 22h, Sonia Mabrouk. Et pour retrouver toutes les séances en VOD, rendez-vous sur notre site publicsena.fr. Très bonne soirée sur notre chaîne. À 19h, on se retrouve.